Dominique Anglade. Sébastien Prou. Madame Lise Thériault. Julie Boulay. Ministre de la Sécurité publique. Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Le Québec va mieux, mais on fera encore mieux. Et 2 ans pour rien, 2 ans de perdu. Notre priorité sera toujours l'économie. Fini son trio économique. Manque d'ambition en économie. Autre grande priorité sera l'éducation. C'est pas une petite centaine de millions qui va nous faire oublier le milliard de coupes. Alors, on commence ce soir avec ce remaniement à Québec qui vise à donner à Philippe Couillard un nouvel élan à son gouvernement. De nouveaux visages, vous avez vu, mais aussi plusieurs ministres qui changent de chaise. Daniel, Tacha, Michel, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment qualifier ce remaniement, Daniel? Quel est le message que le gouvernement a voulu envoyer? Écoutez, j'ai trouvé que Philippe Couillard avait l'air d'un homme heureux aujourd'hui, super confiant, qui vient de passer à travers une période d'austérité, sans trop de dommages. Il y a eu des mauvaises décisions, Sébastien l'expliquait tout à l'heure, mais sans trop de dommages. Il n'y a pas eu ces grandes mobilisations, ces automnes chauds, ces hivers chauds qu'on promettait. Il se retrouve aujourd'hui toujours en tête des sondages, à la portée d'une autre victoire, devant une opposition qui me fait penser à celle qui avait permis à Jean Chrétien de gagner 3 majorités d'affilée. Mais alors, est-ce que c'était nécessaire, ce remaniement? Je pense qu'il y a deux failles majeures dans la belle façade de Philippe Couillard. Sa gestion désastreuse de l'éducation, je sais que vous voulez y revenir, je ne m'attarderai pas, et l'économie. Vous allez me dire, l'économie, le Québec est un peu à la merci de ce qui se passe sur la scène mondiale. Oui, bien sûr, sauf qu'il y a des promesses qui ont été faites qui n'ont pas été respectées, pas encore. Et dans 2 ans, quand les Québécois vont voter, ils ne voteront pas sur la situation de l'économie en Chine, mais sur celle du Québec. Bon, Michel. Oui, écoutez, ça se veut un virage compassionnel, si je peux dire. M. Couillard nous dit que maintenant l'austérité est derrière nous et qu'on entre dans les eaux tranquilles de l'après-austérité. Oui. Maintenant, quand est-ce et comment ça va se manifester? Je comprends qu'il y aura un budget, mais il me semble que M. Couillard pourrait déjà donner des signes. Par exemple, il n'est pas trop tôt pour adoucir les coupures à l'aide sociale. Il y a une commission parlementaire qui va s'ouvrir prochainement sur le projet qui était celui de M. Hamad, mais qui sera piloté maintenant par M. Blais. Les coupures dans les garderies, pourquoi attendre le budget pour donner un peu d'air frais aux garderies? Le problème avec tout ça, c'est que le réinvestissement éventuel va dépendre largement de la relance de l'économie. Et Mme Anglade est certainement une personne compétente, mais Daniel le disait, c'est pas elle qui va relancer l'économie chinoise. En tout cas, elle a un gros défi sur les bras. Oui, et qui va faire remonter le prix des matières premières. Alors, j'entendais Mme David un peu plus tôt, Françoise David, qui disait c'est pas quelques centaines de millions qui vont faire oublier des milliards de coupures. Et les milliards, là, ils dépendent vraiment d'une relance de l'économie. Tacha, alors est-ce que c'est suffisant pour relancer le gouvernement de M. Couillard? Bien, je ne sais pas si c'est suffisant pour relancer, mais c'est un nouveau visage et c'est ça l'intention. Quand les gouvernements arrivent à mi-mandat, c'est traditionnel de regarder vers l'avenir, tourner la page dans un sens. Le heavy lifting, comme on dit, a été fait pendant les 2 premières années. Alors, je ne pense pas qu'on va voir beaucoup de surprises ou beaucoup de grands projets. Et Mme Anglade, certainement, n'a pas l'expérience de son prédécesseur là-dedans, mais c'est une femme, comme Michel l'a dit, très compétente, qui est une personne aussi qui est avec la science et la technologie. C'est intéressant que son portfolio est jumelé parce que je pense que le gouvernement va miser beaucoup sur cet aspect-là, le fameux savoir que M. Trudeau a vanté à Davos, plutôt que les ressources. Oui, M. Couillard a aussi parlé de la 4e révolution industrielle aujourd'hui. Mais Tacha, vous parlez de Mme Anglade. C'est quand même quelqu'un qui vient de la CAQ, donc un peu plus à droite, peut-être que le Parti libéral. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que c'est pas un peu confus comme message? Parce que si c'est le nouveau visage aussi de la compassion, comment on réconcilie les deux? Elle était présidente de la CAQ pendant 2 ans, je pense. Je ne sais pas s'il a fait de grands prononcements économiques pendant ce temps-là. On sait, c'est sûr, la CAQ est dépeinte comme plus à la droite, malgré le fait que sur certains points, ils sont aussi étatistes que les libéraux. Alors, je pense que c'est pas vraiment... Je pense pas qu'il envoie un message qui va avoir un virage à droite. Je pense que le virage austérité, c'est déjà fait. Je pense pas que Mme Anglade va faire de grandes annonces dans les 2 prochaines années à cet égard-là. Bon, parlons un peu de M. Moreau qui reprend le flambeau de l'éducation. Ça, c'était quand même une surprise. C'est le 3e à occuper ce poste dans ce gouvernement. Est-ce qu'il peut réussir là où les 2 autres ont échoué? Daniel?
Écoutez, est-ce qu'il peut réussir? Pierre Moreau a beaucoup d'expérience. Il a l'habitude des situations corsées. Il ne recule habituellement pas devant l'adversité, sauf que... il me semble, deux problèmes au ministère de l'Éducation. Un, la gouvernance. Il faut décider qu'est-ce qu'on veut faire des commissions scolaires, comment on veut réorganiser tout ça. Et ça devrait se faire relativement facilement. Ça ne fera pas que des heureux, mais c'est peut-être la partie facile. La partie la plus difficile, c'est sur le fond. Il y a des besoins criants dans les écoles. Il y a des écoles qui ont besoin de travaux de rénovation absolument urgents. Et il y a tous des programmes à redéfinir. Et c'est là où M. Moreau va vraiment faire la différence, parce que les attentes des professeurs qui sont tous les jours avec les problèmes qu'ils ont en ce moment, c'est pas de savoir s'il va y avoir de nouveaux commissaires scolaires ou si les commissaires scolaires seront remplacés par les parents. C'est d'avoir les moyens de fonctionner intelligemment dans leurs écoles. Puis il y a tellement de problèmes. Michel? Oui, écoutez, d'abord, un peu de stabilité au ministère ne nuirait pas. Vous parliez d'un troisième ministre depuis que ce gouvernement-là est au pouvoir, mais c'est aussi le 8e au cours des 12 dernières années. Et souvent, des gens qui ont des approches, là, mais totalement différentes. Par exemple, M. Bolduc, lui, était un maniaque de la microgestion. Hein? M. Blais, lui, c'était tout le contraire. Il voyait ça de tellement loin qu'il ne voulait pas mettre le pied dans une école. Oui, ça lui a pris du temps avant d'y aller. Oui, tout à fait. Alors là, M. Moreau arrive, tout le monde s'entend pour dire que c'est un politicien expérimenté, qui a bien réussi dans ses missions antérieures. Maintenant, là, il se retrouve avec un problème, un projet de réforme de gouvernance, mais c'est vrai que c'est pas des structures, là, des réformes de structures, puis des commissions scolaires qu'on ne saura plus trop exactement comment elles vont fonctionner. Le gros problème, je pense, et le milieu de l'éducation le dit, c'est un problème de vision. Savoir quelle est la vision de l'éducation et quels sont les objectifs précis qu'on doit avoir. Et à cet effet-là, je ne sais pas si M. Moreau est vraiment l'homme de la situation. C'est un très bon opérateur. Est-ce que c'est aussi un visionnaire? Bien, ça, on verra. On verra. Mais si on regarde de l'autre côté de l'Assemblée nationale, par contre, on peut dire que le Parti québécois semble assez affaibli. Il y a une opposition qui est un peu absente, en fait. Et on a beaucoup parlé de Pierre-Carl Péladeau au cours des derniers jours. Il y a eu, la semaine dernière, on parlait de l'Institut de recherche sur la souveraineté. Il y a eu ensuite, cette semaine, les paradis fiscaux. Ce soir, l'émission Enquête fait de nouvelles révélations là-dessus encore. Est-ce que Pierre-Carl Péladeau peut redresser la barre ou est-ce qu'il se fait tard? Daniel? Est-ce qu'il peut redresser la barre? Oui. Est-ce qu'il est capable de le faire? Oui. Il va avoir besoin de s'entourer peut-être un peu mieux que ce qu'il y a autour de lui en ce moment. Il va avoir besoin aussi de mettre un peu d'eau dans son vin et de calmer ses élans personnels. Tout ça, ça relève de Pierre-Carl Péladeau. Lui seul peut décider de cela. Jusqu'à maintenant, les militants du PQ ont avalé un certain nombre de couleuvres sur les paradis fiscaux, sur le droit de la fiducie avec, droit de regard, etc. Il n'est pas dit qu'ils vont continuer à avaler longtemps ce genre de couleuvres-là. Et je pense que le test, et c'est toujours dangereux de dire ça, mais je le dis quand même, le test, ce sera l'élection complémentaire dans Chicoutimi. Stéphane Bédard avait gagné, et Stéphane Bédard, c'est pas le dernier venu, avec 35 % des votes. Les libéraux étaient à 30 % si le PQ devait avoir des problèmes dans cette élection-là. Là, on parle de résultats. Là, on parle du sauveur qui ne sauve plus. Et là, ça pourrait être compliqué pour Pierre-Carl Péladeau. On a l'impression, Michel, je le disais, que le PQ est devenu vraiment le parti d'un seul homme, là, parce qu'on ne parle que de Pierre-Carl Péladeau. Est-ce que ça peut changer? Bien, il faudrait savoir, et c'est la grande question, est-ce que M. Péladeau a vraiment les dispositions requises pour faire de la politique? C'est la question que pose Enquête ce soir. Oui, l'émission Enquête, évidemment, il y a toute la question des paradis fiscaux dont on avait pas mal l'essentiel dans les reportages précédents. Mais ce qui est très intéressant dans le reportage, ce sont les témoignages de gestionnaires européens qui ont travaillé là-bas avec M. Péladeau. Tout le monde ici là, qui ont travaillé avec M. Péladeau, personne ne veut parler. Hein? C'est l'omerta totale. Et là-bas, ce que ces gens-là dit, c'est que M. Péladeau, il sait tout, il ne veut pas de conseils, il veut être obéi au doigt et à l'œil, il faut que les résultats arrivent tout de suite. Tout ça, là, c'est le contraire de la politique. En politique, c'est long, il faut négocier. Les militants péquistes, ça ne peut pas être des gens qui obéissent comme des employés d'une entreprise. Alors, est-ce que M. Péladeau... Et M. Péladeau ne supporte pas apparemment la contrariété. Alors, s'il n'y a pas de plaisir à faire de la politique, parce qu'il y a un côté ludique là-dedans, si tout l'exaspère, bien, il aura beau faire tout le ménage qu'il veut dans son entourage, ça ne donnera rien. Et Bernard Drinville disait cette semaine, il ne lâchera pas. C'est pas un lâcheux.
Ça, c'est Je ne peux vrai. pas dire autre chose que C'est ça. pas, ça, c'est sûr. C'est pas un lâcheur. Ça peut devenir le problème du PQ. S'il ne veut pas lâcher, mais que les Qu'est-ce militants qu'on fait? voudraient qu'il parte, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On n'en est C'est pas un peu- encore là. Tasha. Oh, ben, on a vécu quelque chose comme ça à Toronto, quelqu'un qui voulait pas partir, Rob Ford, des problèmes très différents, mais quand même, Oui, mais- l'ego en politique, Comme non, je mais, disais, on n'en est pas là quand même. non, heureusement. Mais revenir à l'ego en politique d'homme d'affaires, on voit ça aux États-Unis avec Donald Trump. C'est très intéressant, la réception différente qu'il reçoit quand il dit n'importe quoi. Et les gens connaissent qu'il est comme, tu sais, comme un grand gestionnaire ou un homme d'affaires. Il veut avoir ce qu'il veut avoir maintenant et ses idées passent et c'est tout. Monsieur Pellado, je suis d'accord avec Michel, son talon d'acquis, c'est la même chose qui lui a apporté ce poste, c'est-à-dire son passé avec Québécois. Il a été vu comme quelqu'un qui a bâti une firme de Québec Inc., très respectée, mais en même temps, sa personnalité et pour être un bon gestionnaire ou un bon homme d'affaires, c'est très différent que d'être politicien. Et on voit que c'est maintenant le plus grand problème de sa carrière politique. Daniel? Non, je suis d'accord avec ce que viennent de dire Tasha et Michel. C'est pas facile. Je donnais la semaine dernière l'exemple de Paul Martin. Certains libéraux ont trouvé que j'exagérais un tout petit peu. L'avantage que Paul Martin avait quand même sur Pierre-Carl Pellado, c'est que Paul Martin a grandi avec un père politicien qui est un ministre important dans les gouvernements libéraux, Pearson, etc., qui a même été candidat à la direction du Parti libéral. Donc, son père a subi des échecs. Son père est sorti meurtri de la politique. Paul Martin a vécu tout ça. Il savait comment ça se passait en politique. Il avait cette sensibilité, même si souvent il exprimait mal. Pierre-Carl Pellado n'en est pas là encore. Il n'y a pas encore cette sensibilité politique. Michel le dit, ce côté un peu ludique. Et c'est pas évident. Bon, un autre sujet, parce que je veux absolument qu'on parle du pipeline de TransCanada, qui est devenu ce grand enjeu d'unité nationale cette semaine. Le non au projet des maires de la région de Montréal a vraiment suscité un tollé dans le reste du Canada. Pourquoi? Tasha, je vais commencer avec vous, parce que est-ce qu'il n'y a pas quand même 2 poids, 2 mesures quand on sait qu'il y a eu une opposition semblable en Colombie-Britannique à 2 projets de pipeline et que ça, on n'en a pas fait tout un plan, on n'en a pas vraiment entendu parler? Oui, mais la Colombie-Britannique n'avait pas reçu de la péréquation, premièrement. Et deuxièmement, c'était pas une situation où les Albertains se sentaient, je pense, très différents ou très éloignés de la situation. Le prix du pétrole aussi n'était pas à 32 $. Il n'y avait pas le même sens de désespération. Alors, quand la Colombie-Britannique, Christy Clark, avait ses 5 conditions, c'était pas reçu comme une claque. Cette fois-ci, l'opposition des maires du Québec, c'est comme ça que ça a été reçu parce que les gens sont désespérés là-bas, honnêtement. Ils perdent leurs emplois à gauche et à droite. Et il y a un sens que, oh mon Dieu, c'est le fils de Trudeau qui va amener le prochain projet énergétique national comme il y avait dans les années 80 ou 70, là. Alors, il y a toute une historique qui s'apporte quand ça vient du Québec, je vois malheureusement. vos 2 collègues sont un peu... parce que sous prétexte que le Québec reçoit de la péréquation, est-ce que ça voudrait dire qu'il ne pourrait plus s'objecter à rien, même à un projet qui suscite beaucoup, beaucoup d'inquiétudes? Michel, d'abord. Oui, bien écoutez, s'il faut lier la péréquation au pipeline, ça veut dire que dans la réalité des choses, on peut acheter le droit de polluer avec la péréquation. Que la péréquation, c'est une espèce de redevance là, sur le pétrole qui risque d'être déversé ici. Si c'est ça l'argument, je trouve que c'est un très bon argument à utiliser pour le PQ qui va vouloir dire, écoutez, là, le fédéralisme, voyez-vous ce que c'est? C'est le droit pour les autres de venir polluer chez nous. Je compatis avec les Albertains dont l'économie va mal, mais c'est pas du tout une raison pour faire une espèce de chantage sur le Québec. Si vous ne laissez pas passer le pipeline, vous n'aurez plus de péréquation. Ça fait partie... Mais qu'est-ce que Coderre fait? Il fait partie... le même chantage, Michel. Il fait le même sorte de chantage disant qu'on ne va pas vous laisser passer ici. Lui, il dit on ne va pas vous laisser passer. De toute façon. Il n'y a pas le pouvoir, mais son argument, c'est de dire on ne veut pas vous laisser passer parce que ça pollue. Et c'est dangereux pour notre population. Et c'est son rôle de voir à ce que la population soit protégée. Je vais revenir à vous, assume que Tasha. c'est dangereux. Je vais laisser parler Daniel d'abord. Moi, ce que j'ai trouvé la réaction dans bien des milieux, dans le reste du Canada, je ne vais pas généraliser, mais je l'ai trouvé complètement démesuré. Et je me dis, j'en tire 2 leçons. Un, quand le gouvernement Trudeau va décider s'il le fait, et je ne suis pas sûr que c'est une bonne décision, mais s'il le fait, s'il décide des bombardiers, vous imaginez la réaction dans le reste du pays, peut-être le début de la Troisième Guerre mondiale. Et l'autre chose que ça me dit aussi, de façon beaucoup plus large, il n'y a jamais eu au Québec un gouvernement, depuis très longtemps en tout cas, un gouvernement aussi fédéraliste que celui de Philippe Couillard. On s'entend là-dessus. Et si jamais M. Couillard décidait de relancer des négociations constitutionnelles sur la base de demandes de Québec, ce sera quoi? La 4e
4e guerre mondiale? Non, mais premièrement, Trudeau a déjà aidé Bombardier. Ils ont ouvert le commerce avec l'Iran, qui va bénéficier de Bombardier en dépit des problèmes de droits humanitaires en Iran. C'est pas encore fait. Non, mais ils ont annoncé ça hier. Ils ont annoncé ça la même journée. Écoute, moi, je pense que M. Trudeau aurait pris un juste milieu là-dedans en disant, écoutez, M. Coderre, on comprend que vous êtes fâché, mais il faut qu'on fasse ce projet maintenant. Faisons-le dans une façon responsable. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, oh non, je vais être un arbitre. C'est pas le rôle d'un premier ministre d'être un arbitre qui prenne des décisions et qui amène les partis ensemble. C'est ça son rôle. Mais déjà, si le projet avait l'air avantageux un peu, il y aurait des gens qui diraient, oui, bon, mais le risque en vaut peut-être la chandelle, mais 33 emplois directs, on ne peut pas dire que ça soit le pactole. C'est pas... Mais non, il n'y a pas beaucoup de retombées pour le Québec, Tacha, quand même, il y a beaucoup de retombées aussi. Si le pays sombre dans la récession à cause que les choses vont mal à l'Alberta, c'est mauvais pour le Québec aussi. Si on n'est pas un pays, on n'est pas un pays, mais si on l'est, qu'on travaille ensemble pour résoudre ces problèmes-là et qu'on s'entraide, je pense pas qu'on peut simplement dire, bon, parce qu'il n'y a pas plus de 33 emplois, un chiffre où est-ce qu'on a pris ça, qu'il n'y a pas de retombées. Les travailleurs québécois qui travaillaient en Alberta, qui sont rentrés chez eux parce que c'est fermé, les projets là-bas, eux, ils souffrent aussi. Mais il faut reconnaître qu'il y a des inquiétudes environnementales. Je vous laisse le mot de la fin. Daniel, notre sage. Écoutez, non, rapidement, est-ce que c'est un bon projet? Ce pourrait être un bon projet, mais c'est un projet qui a été mal ficelé, mal présenté, mal soumis aux Québécois, avec un peu d'arrogance, beaucoup d'arrogance de la part de la compagnie. Il faut refaire ses devoirs. Oui, et d'ailleurs, elle a déjà commencé, elle a nommé un Québécois qui va essayer de changer un peu l'image et le message qu'on transmet aux Québécois. Bien, on en reparlera certainement de ce sujet. Merci, Tacha. Merci, Michel. Merci, Daniel. Au revoir.